Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 22 novembre 2020. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances 2021, estimé à 8 621 milliards de francs CFA. Une adoption qui a intervenu au terme d'une longue semaine d'examen des différents projets de budget présentés par chacun des membres du gouvernement. Le ministre de la Promotion de l'Emploi des Jeunes s'est rendu sur un chantier, celui du groupe Italia Construction. L'entreprise immobilière emploie 400 jeunes ivoiriens dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement dans son volet insertion des jeunes. Et puis ce dimanche 22 novembre 2020, plus de 6 400 000 électeurs burkinabés sont appelés aux urnes pour choisir le nouveau président qui va présider aux destinées du Burkina Faso les 5 prochaines années. 13 candidats sont en liste. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Vous aurez également des échos de cette édition, de cette élection, dans cette édition. Merci de nous suivre. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles en concevant et en mettant en œuvre des outils et approches appropriées, des programmes adaptés pour assurer un développement durable et maîtrisé. C'est la mission principale de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, créée le 29 septembre 1993, ceci s'articulant autour d'une vision assurer avec efficacité les missions de service public concédées par l'État et les prestations adaptées aux besoins des clients. Et parlant de performance, l'agence se fixe des objectifs évolués à l'heure de la transformation des sous-produits agricoles. Pour en parler, nous recevons dans le cadre du Dimanche Magazine son directeur général, le professeur Sidiki Cissé. Bonjour professeur. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Docteur. Alors docteur, avec vous, nous allons parler précisément de tous ces projets autour desquels travaille l'ANADER pour le bien-être justement des producteurs. Nous vous retrouvons donc dans une trentaine de minutes. Mais avant, mesdames et messieurs, avant donc cet échange, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances 2021 estimé à 8 621 milliards de francs CFA. Une adoption qui a intervenu, nous le disions à l'instant dans les titres, au terme d'une longue semaine d'examen des différents projets de budget présentés par chacun des membres du gouvernement. Une première étape franchie avec succès, à part le budget programme mis en place par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Le reportage de Jean-Louis Mambou. Épilogue d'une longue semaine d'échanges et de débats autour du projet de loi de finances 2021. Il a été adopté dans la nuit d'hier vendredi par les membres présents de la Commission des affaires économiques et financières. 8 621 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 6%. À la mesure des ambitions de développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons là un budget qui, comme l'année dernière, s'organise en dotation et en programme, mais cette année budgétaire va être marquée par les premières évaluations de ce qui a été exécuté l'année dernière avec la juridiction financière qui est la Cour des comptes, et puis on pourra, avec la représentation nationale, apprécier au moment de l'adoption de la loi de règlement qu'est-ce qui a bien pu être fait avec les ressources qui ont été mises à la disposition des ministères. L'examen de ce projet de loi a vu se succéder devant la Commission une quarantaine de ministres, dont le dernier groupe était constitué des ministres du Commerce, de la promotion des PME et de l'artisanat. Première grande étape franchie dans le processus d'adoption du budget programme 2021. Sa validation par la Commission des affaires économiques et financières ouvre la voie à son adoption en session plénière au Parlement. Et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Diomandé Vagando, a échangé avec ces hommes à la place d'armes de la préfecture de police d'Abidjan. Il s'agissait pour lui de transmettre à l'ensemble des agents de police les félicitations du président Alassane Ouattara pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Abou Sanogo. Préfecture de police d'Abidjan. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagando Diomandé, au contact de ces hommes. Ce pour leur transmettre les félicitations du président de la République Alassane Ouattara pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve durant le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Vagando Diomandé a également traduit sa satisfaction au directeur général de la police nationale Youssouf Kouyaté et à l'ensemble des fonctionnaires de police pour le travail abattu dans le respect des droits humains. Nous avons donné une autre image à la police nationale, mais pas seulement une image visuelle, une image en termes de comportement.
Vous l'avez prouvé au cours de ces élections qui viennent de passer, par votre sang-froid. Vous l'avez prouvé par votre professionnalisme. Grâce à vous, chers policiers de Côte d'Ivoire, nous avons pu organiser cette élection présidentielle. Malgré les initiatives que certains de nos concitoyens ont cru bon de prendre pour contrecarrer cette échéance qui est contenue dans notre Constitution et qui devait être respectée. Grâce à vous, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, vous avez permis à l'État de Côte d'Ivoire de se valoriser aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Vagondo Diomondé a par la même occasion réitéré son engagement à mener à terme le processus d'amélioration des conditions de vie et de travail de ces hommes, ainsi que la mise en œuvre de la réforme de la police nationale, avant de les exhorter à relever les défis à venir, notamment la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et le procureur de la République, Richard Adou, était lui sur le plateau de 20h d'hier, présenté par Marie-Laure Ngoran. Je vous invite à suivre un extrait du communiqué qu'il a lu sur le plateau, un communiqué en rapport avec des attaques perpétrées contre le convoi de ministres et les procédures d'enquête qui en découlent. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le samedi 31 octobre 2020, un convoi de 3 véhicules à bord desquels se trouvaient 3 chauffeurs et 3 agents des forces de l'ordre affectés à la sécurité du ministre du Budget et du portefeuille de l'État avaient été pris à partie dans le village de Zata sur l'axe Boisflé-Yamsoko aux environs de 16 heures. Arrivés à un barrage tenu par des personnes agissant dans le cadre de la mise en œuvre du boycott actif, des agents du ministère du Budget avaient essayé de négocier la levée des barricades afin de poursuivre leur voyage sur Abidjan. Ces individus, surexcités, avaient alors tenté d'incendier les véhicules avec leurs occupants à bord après en avoir crevé les pneus. En définitive, ces agents réussissaient à s'estiver de ce traquenard avant d'essuyer des tirs nourris qui avaient atteint l'un des leurs à la tête pendant que les autres s'échappaient en gagnant la brousse voisine. Au triste bilan de cette agression terroriste, l'on note les 3 véhicules du ministère du Budget incendiés et un agent, l'adjudant Sanogo Seydou, porté disparu. Face à ces faits d'une particulière gravité, la gendarmerie nationale a entrepris de retrouver l'agent disparu. C'est ainsi que les enquêtes menées ont abouti à l'indication d'une sépulture sommaire faite à 15 mètres de la route principale entre les villages d'Aboua, Kwassikro et de Bonzi, à quelques encablures du lieu de l'attaque. Cette sépulture serait celle de l'adjudant Sanogo Seydou. La sépulture ouverte en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, agissant sur délégation du procureur de la République d'Abidjan, permettait de constater la présence d'un corps calciné à la boîte crânienne éclatée, sommairement enseveli dans un linceul blanc. 98 personnes ont été interpellées et 44 téléphones portables saisis pour enquête. Les auditions de ces personnes permettront d'identifier les auteurs, les complices et les commanditaires de cette barbarie. Le corps découvert a été dirigé sur Abidjan en vue d'une autopsie médico-légale afin de déterminer les causes de la mort. C'est le lieu pour le procureur de la République d'indiquer que les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour faire toute la lumière sur les incidents graves survenus avant, pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il tient à assurer l'opinion nationale et internationale
que toutes les localités où ces faits d'une particulière gravité se sont produits sont concernés par les enquêtes ouvertes. Le procureur de la République tient enfin à appeler les uns et les autres à la retenue, à la pondération et à la responsabilité afin de préserver des vies humaines. Fait à Abidjan le 21 novembre 2020, le procureur de la République. Plusieurs actes d'extrême gravité ont été posés. Déjà, quand une infraction pénale classique est commise, le procureur de la République met en branle ses structures, notamment les enquêteurs, afin de rechercher, appréhender et rassembler tous les indices permettant de mettre en cause les personnes qui ont posé les actes infractionnels. Lorsqu'il s'agit d'infractions de masse, comme celle auxquelles nous avons assisté, le procureur de la République prend la deuxième casquette qui concerne la conduite de la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu de la Côte d'Ivoire où un seul acte de terroriste a été posé, il n'y a que le parquet d'Abidjan qui est compétent. Et c'est donc à travers la cellule spéciale dont les éléments sont déjà en enquête. Aujourd'hui même, plusieurs personnes ont été auditionnées, plusieurs personnes sont déjà interpellées, et même au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont victimes, qui ont été blessées dans plusieurs localités, notamment en bateau et autres, qui ont été dirigées sur Abidjan, eu égard à la gravité de leurs blessures, qui ont été aujourd'hui même auditionnées par les enquêteurs dirigés par le procureur de la République. Donc c'est dire que plusieurs enquêtes sont déjà ouvertes, quel que soit le lieu, pour permettre de rechercher tous ceux qui, de près ou de loin, soit parce que ces personnes-là ont donné des ordres, soit parce que ces personnes ont exécuté, soit parce que ces personnes ont de façon en complicité avec ces personnes, posé ces actes infractionnels. Voilà, à l'instant, Ado Richard, le procureur de la République. Deuxième titre de ce journal, le ministre de la Promotion de l'Emploi des Jeunes s'est rendu sur un chantier, celui du groupe Italia Construction. L'entreprise immobilière emploie 400 jeunes Ivoiriens dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement dans son volet insertion des jeunes. La première tranche de 480 logements déjà en construction a été visitée par le ministre Touré Mamadou sur la route de Bassam. Patricia Omouitia. Sur ce site de 10 hectares, 480 logements sont en construction. Ce projet marque l'entrée sur le marché de l'immobilier du groupe Italia Construction. Le groupe a fait de la main-d'œuvre locale son leitmotiv. Ainsi, en collaboration avec l'agence Emploi Jeunes, 400 jeunes Ivoiriens ont été embauchés par le groupe immobilier italien. Ces jeunes, durant leur parcours, ont acquis une connaissance et une technique de construction italienne qu'ils pourront transmettre à d'autres jeunes Ivoiriens dans ce domaine. Je supervise un peu les travaux, je travaille aussi dans les bureaux. Je suis ici grâce à l'emploi jeune qui m'a soutenu. On a commencé avec le stage et après le stage, vu les compétences, ils nous ont employés. Donc j'encourage tous mes amis à s'inscrire sur la plateforme Emploi Jeune parce que c'est une réalité et ça aide vraiment nous jeunes à vraiment se former. Pour ce premier projet, la livraison se fera au mois de janvier 2021. Les jeunes se comportent très bien. Au début, comme vous savez, il faut toujours les inculquer les manières pour pouvoir bien travailler à l'italienne. On a eu à être, nous, présents toujours sur ce chantier du matin au soir. Et à la fin, vraiment, ils se sont adaptés à nos modes de construction. Occasion pour le ministre d'exhorter les entreprises à collaborer avec l'agence Emploi Jeunes. Je repars donc satisfait de la collaboration que nous avons eue avec Italia Construction, qui non seulement a contribué à renforcer les capacités de ces jeunes, mais qui a aussi recruté donc des jeunes en leur donnant donc des perspectives. Et j'espère que cette expérience que nous avons avec cette entreprise sera donc la même expérience que nous aurons avec l'ensemble des entreprises qui viennent investir dans notre pays. Cette visite de terrain a permis au ministre Touré Mamadou de renforcer le partenariat avec le groupe italien qui a démarré le 4 novembre 2019. L'entreprise envisage d'accueillir une autre vague de jeunes diplômés pour la construction de 3000 logements économiques et de standing. Et le vendredi dernier, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde, célébrait la Journée mondiale de l'enfance. Emmanuel Esmel Issis, ministre de la Promotion de l'investissement privé, a reçu à son cabinet UNICEF Côte d'Ivoire, mais surtout les jeunes
Emmanuel Sombo, représentant de façon symbolique les enfants ivoiriens. Et dans un jeu de rôle, l'adolescente a campé le temps d'une journée le rôle du ministre Emmanuel Essis. Un moment symbolique saisi par l'autorité ministérielle pour parler aux enfants de Côte d'Ivoire. La voie de la réussite, devenue par exemple ministre, eh bien cela passe que par le travail. C'était en présence de notre reporter, Franck Quadio. C'est que l'invité du jour n'est pas ordinaire. Le ministre de la promotion de l'investissement privé passe la main. C'est désormais cette adolescente, Emmanuel Caroline Sombo, qui occupe le fauteuil ministériel cédé par Emmanuel Essis. Le travail peut alors commencer. Bonjour, quels sont les contenus du jour? Planification du travail et briefing des collaborateurs, mais surtout délivrer le message. La Côte d'Ivoire est un pays d'opportunités. Venez investir dans notre beau pays de paix. Madame la ministre. Oui. La démarche est symbolique. Le contexte, nous sommes à la Journée internationale des droits de l'enfant. L'UNICEF Côte d'Ivoire bénéficie de la collaboration du ministre de la promotion de l'investissement privé. C'est un appel que nous lançons aux jeunes enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles pour dire oui, c'est possible qu'ils puissent demain être un ministre. Oui, c'est possible demain de puisse être un président de la République. Oui, c'est possible de plus être demain un cadre de ce pays. Aujourd'hui, c'est le travail. C'est le travail qui va leur permettre demain de devenir ce qu'ils veulent être. Ce n'est pas facile, mais il faut beaucoup se consacrer à son travail, à la discipline, à ses études. La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre chaque année depuis 1989. Et dans la même veine de célébration de cette journée mondiale de l'enfance, les autorités de l'Anawa ont donné la parole aux enfants de cette région. Ces autorités s'engagent à sensibiliser le public sur le respect des droits des enfants et à accorder la priorité à leurs besoins. Jean-Marc Djadji. La ville de Soubré commémore le 31e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. À la direction régionale des eaux et forêts, comme à la sous-préfecture et à la mairie de Soubré, les enfants s'imprègnent des réalités de la fonction d'administrateur. Une occasion pour eux de revendiquer leur droit à la protection, à l'éducation et à la vie. Je suis très heureuse car j'ai eu cette opportunité que beaucoup d'enfants n'ont pas eue. Peut-être un jour, je pourrai me lancer dans l'activité qu'elles mènent. Les autorités administratives ont chacune réitéré leur engagement à défendre les intérêts des enfants de la région de l'Anawa. Nous avons vu notre fille qui a joué le rôle de directrice régionale et nous voulons encourager par cette activité nos enfants à être ambitieux, à aimer le travail, à savoir que c'est le travail qui paye et qu'ils doivent réussir à leur diplôme, à tous les examens, pour qu'un jour, ils puissent s'insérer dans le tissu social. En familiarisant les jeunes avec les questions des droits des enfants, nous osons espérer à une société ivoirienne où les droits des enfants sont respectés, où les droits des enfants sont promus. Le thème de la Journée mondiale de l'enfance de cette année est une invitation pour les populations à réinventer un monde plus sûr pour les enfants de Côte d'Ivoire et particulièrement pour ceux de l'Anawa. Journée culturelle panafricaine de promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'intégration africaine. Afrique Connexion honore ce rendez-vous de distinction. Des prix ont été décernés aux personnalités qui œuvrent pour la paix. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, a été distinguée à cette deuxième édition. Bintou Pekele, collé par Gassoro. Promouvoir la paix à travers la culture. C'est tout le sens que la Fondation Afrique Horizon entend donner à la deuxième édition du prix panafricain Afrique Connexion, célébré le 15 novembre dernier, date sacrée, fête nationale de la paix. Pour cette édition, ce sont 23 prix qui ont été décernés aux personnalités qui œuvrent pour la culture et la promotion de la paix. Ce prix a été initié pour prôner les valeurs de paix, de cohésion, de vivre ensemble, de rapprochement surtout. C'est pendant 8 mois qu'on a eu à mener vraiment des enquêtes, des recherches, des consultations pour voir un peu et surtout auprès des communautés. Donc nous, c'est une satisfaction pour nous. Des prix sectoriels mais aussi des prix spéciaux et catégoriels ont également été décernés à des personnalités des 7 pays participants. D'autres ont été désignés ambassadeurs de la paix. Quand le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso s'est vu attribuer le Grand Prix pour ses actions de lutte contre la Covid-19. Depuis la création de Nouvelle Alliance, nous parlons que de la paix
et de la cohésion sociale. Et vraiment, ce prix-là est un grand honneur pour nous aujourd'hui. Ça va nous amener encore plus à travailler. La RTA a pour mission informer, éduquer et divertir. Et étant choisi comme ambassadeur, notre rôle sera véritablement de prôner la paix à travers nos actions, à travers toutes nos activités que nous aurons donc à mener ici en Côte d'Ivoire, au-delà de nos frontières. C'est le lieu encore de féliciter et d'encourager les Burkinabés à vivre toujours en parfaite harmonie avec non seulement nos frères et sœurs ivoiriens, mais avec les autres communautés vivant en République de Côte d'Ivoire. Les ministres Albert Flendé, président de la cérémonie, Anne-Désiré Ouloto et Kandia Kamara ont eux aussi été distingués pour leurs actions en faveur de la paix. En mon nom propre, mais aussi en celui de ma collègue qui a reçu un prix au titre de l'éducation, je voudrais donc en nos deux noms dédier ces prix à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui à lui seul constitue une école. Je voudrais donc m'engager davantage, engager également mes populations, mes collègues élus de la région à la culture de la paix, à poser des actes tous les jours en faveur de la paix. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté et surtout beaucoup de satisfaction que j'ai participé à cette cérémonie en tant que président. Après tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines, nous espérons en tout cas qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe maintenant, la Côte d'Ivoire va redevenir le pays de havre de la paix qu'elle a toujours été. Lancé le 15 novembre 2019, le prix panafricain AfriConnexion se veut une institution pour la promotion de la paix et l'intégration à travers la culture africaine. Et puis, mesdames et messieurs, le ministre des Sports, Danro Poulin-Claude, a été hier sur le plateau de 20h, porteur d'une bien triste nouvelle, celle du décès d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. On l'écoute. J'ai le profond regret d'annoncer le décès dans l'après-midi de ce samedi 21 novembre 2020 de M. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. J'exprime au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, et au nom du gouvernement de notre pays, les condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à la Fédération ivoirienne de football, ainsi qu'à la grande famille du mouvement sportif. Les informations concernant les obsèques de notre illustre disparu vous seront communiquées ultérieurement. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son admirable lumière et qu'il repose en paix dans sa félicité éternelle. Voilà, Augustin Sidi Diallo n'est plus. Après avoir été déclaré positif à la Covid-19 le lundi 9 novembre dernier, le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, est décédé à l'âge de 61 ans. C'est le football ivoirien qui est en deuil. Un reportage de Bessalif Ouattara commenté par Samuel Mage. Le football ivoirien est en deuil. Après la grosse pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce samedi 21 novembre 2020, la grande famille du football ivoirien apprenait le décès du président de la Fédération ivoirienne de football. Sidi Diallo était en quarantaine à la polyclinique Sainte-Anne-Marie de Cocody, Pisam, où il a poussé son dernier soupir. Rechercher le consensus à tout prix, même quand tout semble difficile, c'était la priorité d'Augustin Sidi Diallo. Sidi Diallo avait été déclaré positif à la Covid-19 le lundi 9 novembre dernier. Dans un communiqué rendu public, il avait déclaré se mettre en isolement le temps de recouvrer la santé. La nouvelle de son décès vient désarçonner toute la Côte d'Ivoire. Sidi Diallo était âgé de 61 ans. Durant ses 9 ans de présidence à la Fédération ivoirienne de football, il a beaucoup œuvré dans le sens du fair play. Une main toujours tendue. Le geste qui sonnera comme le dernier dans le sens de l'apaisement est cette image avec le président Jacques Anoma, à qui il a accordé le parrainage de la FIF dans son projet de candidature pour la présidence de la CAF. Avec Sidi Diallo, le football ivoirien a remporté une deuxième Coupe d'Afrique des Nations en 2015 en Guinée équatoriale. On peut également citer la CAN U17 remportée en 2013. Adieu,
président. Adieu, grand serviteur du sport ivoirien. Voilà, paix à l'âme du disparu. L'actualité, c'est également ce jour de vote, ce dimanche 22 novembre 2020. Au Burkina Faso, plus de 6 400 000 électeurs burkinabés sont appelés aux urnes pour choisir le nouveau président qui va donc présider à destinée du Burkina Faso les 5 prochaines années. 13 candidats, rappelons-le, sont en lice. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Retrouvons Sidonie Davila et Kerry Adama, nos envoyés spéciaux au Burkina Faso. Il n'était pas encore 6 heures du matin, heure officielle d'ouverture des bureaux de vote, quand les premiers votants font leur entrée dans le centre de Kalgondin, aux 1200 logements à Ouagadougou. Les bureaux de vote, prêts pour les accueillir, sont également ouverts. C'est donc devant les électeurs que la mise en place du matériel de vote se fait. Isoloir fermé, le coup d'envoi est donné à 6 heures. Zonaba Tapsoba peut donc voter. Elle est la première du bureau 3 du centre de Kalgondin. Je suis venue voter parce que je suis une citoyenne. Donc c'est normal de voter pour choisir mon président. Et ça se passe bien. Avec 2 urnes différentes, une fois le vote du président accompli, les électeurs doivent refaire le même tour pour procéder au vote des députés. C'est pas fatigant. J'ai donné ma carte, ils ont pris, ils ont regardé dans les listes, ils ont coché. Ils m'ont donné, comment dirais-je, une fiche sur entrée, voter et revenir mettre ça dans l'urne. Bon, ainsi de suite, que les législatives. C'est le même processus. Dès l'entame du vote, la présidente du bureau 3 relève des irrégularités. C'est hier que nous avons eu beaucoup de difficultés pour entrer en possession du matériel. Mais à 90%, nous avons le matériel. Ce qui nous manque, c'est le dispositif sanitaire, d'hygiène, pour le Covid. Il y avait une secrétaire, elle est venue démissionner, elle a dit qu'elle ne pourra pas venir. Et nous avons appelé la commission, ils ont dit que ce matin, ils vont nous trouver une remplaçante. Nous sommes 5 dans le bureau, nous avons 2 assesseurs et 2 secrétaires, plus le président. D'autres centres, d'autres décors, dans 4 secteurs de Ouagadougou, nous permet de constater l'effectivité du vote dans le calme et la discipline. Je suis venu voter comme je suis citoyen. Je fais mon devoir. Il n'y a pas de problème, je suis dit qu'il n'y a pas de problème. On a venu, on a fait tout ce qu'on a fait, mais je sentais que c'est très bien. Pas de problème également pour le candidat du mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Roch Marc Christian Kaboré est l'un des 13 candidats à avoir glissé son bulletin dans l'urne assez tôt, 8 heures, à l'école primaire Padoua. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais simplement dire, c'est que je suis venu poser un acte patriotique, un acte citoyen qui est celui de voter. Et j'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit leur tendance, à ne pas faire preuve de paresse, parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso. Et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisir celui qui dirige le pays demain. Comme tous ces électeurs heureux de voter ce dimanche, plusieurs autres Burkinabés n'auront pas cette chance. Selon les autorités burkinabées, 9% du territoire dans le nord du pays reste des zones inaccessibles à cause de l'insécurité. Le défi sécuritaire est de taille. Plus de 50 000 corps militaires et paramilitaires sont déployés sur le territoire burkinabé pour ce double scrutin présidentiel et législatif. Et notre reporter Ahmed Traoré nous apprend que les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ont pris d'assaut les bureaux de vote, ceux pour élire leur président. Ils sont environ 5 470 électeurs en Côte d'Ivoire dans 2019 pour la seule ville d'Abidjan. 12 bureaux de vote accueillent ces électeurs. Le scrutin se tient au consulat général du Burkina Faso ici en Côte d'Ivoire, plus précisément au plateau. Cet élément de Ahmed Traoré est commenté par Cheikh Koné. À l'instar de leurs compatriotes du monde, les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont pris part à l'élection présidentielle ce dimanche 22 novembre 2020. Nous sommes au consulat général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire où 12 bureaux de vote attendent 2019 votants enregistrés à Abidjan. Selon l'ambassadeur, la sécurité est l'enjeu majeur de ces élections. Cela a été rendu possible grâce à l'appui que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné.
en termes d'appui logistique et en termes d'appui sécuritaire. Donc je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Ensuite, remercier les responsables des partis politiques, des associations, des militants, de l'ensemble des Burkinabés pour avoir su garder la discipline durant toute la campagne électorale. Toutefois, les observateurs relèvent quelques dysfonctionnements. Nous n'avons pas reçu d'incidents majeurs, nous n'avons pas eu. Mais le seul fait que je voulais souligner, c'est que nous avons constaté que quelques électeurs, malgré leur carte d'électeur, leur nom ne figurait pas sur la liste électorale. Pas d'incident particulier jusque-là. Seulement, nous regrettons le process lui-même. Le process, quand vous imaginez qu'il y a 4-5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire et qu'on n'a pu enrôler que 5000 personnes, je dis quelque part qu'il y a un problème. Les électeurs qui ont pris d'assaut les bureaux de vote trouvent historique ce moment. C'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora prennent part au scrutin présidentiel. Il faut dire que c'est quand même historique. Ça sera la première fois que les Burkinabés de l'extérieur puissent voter. Donc le pari de prouver à ceux qui nous ont accordé ce vote-là que nous méritons cela est en cœur pour chaque électeur qui arrive ici. Pour moi, c'est une toute première fois et je ne voulais pas vraiment me faire raconter cette histoire. Et mon gouvernement m'a permis de venir voter. C'est un devoir en tant que Burkinabé et c'est aussi une fierté pour moi. Ce que je souhaite vraiment, c'est que nos politiques puissent se mettre en œuvre pour pouvoir mettre le pays dans la sécurité. Ils sont près de 5 500 électeurs inscrits en Côte d'Ivoire et près de 6,5 millions de Burkinabés qui votent ce dimanche pour élire le président sur les 13 candidats retenus par la commission électorale du Burkina Faso. Et effectivement, Cheikh Koné, pour la première fois, les Burkinabés de l'extérieur prennent part à cette élection présidentielle. À Bouaké, 595 électeurs sont répartis dans 2 bureaux de vote au consulat général. C'est dans le calme et dans la discipline que les Burkinabés ont accompli leur devoir citoyen. Et c'est aussi également dans le calme et dans la discipline qu'ils ont voté dans la juridiction consulaire de Soubré, qui regroupe 8 régions. Les 920 électeurs se sont rendus depuis 6 heures pour donc accomplir leur devoir civique, comme on le voit sur ces images rapportées par notre correspondant à Sam Conan. 3 bureaux de vote ont été aménagés dans l'ensemble où se déroule dans le calme et en toute sécurité en présence des observateurs. Et nous en sommes à notre entretien de ce dimanche magazine avec monsieur le directeur général de l'ANADER, le docteur Sidiki Cissé. Docteur, heureux de vous retrouver. Merci. Alors, nous le disions à l'entame de cette édition, avec vous, nous allons donc parler de projets innovants, surtout de la transformation des sous-produits agricoles, précisément du projet des biocarburants à partir des produits agricoles. Alors, en quoi consiste ce projet? Mais merci. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de présenter ce projet que nous avons, dont l'étude a été remise officiellement le 6 octobre au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. C'est une longue histoire qui a démarré depuis 2007 où l'ANADER, qui a pour mission d'améliorer les conditions de vie des exploitants agricoles, a trouvé qu'il était bon de pouvoir réfléchir à comment est-ce que nous allons valoriser les sous-produits agricoles. Donc nous avons commencé d'abord par les cabosses de cacao qui étaient les plus abondantes dans notre milieu et qui jonchaient nos plantations de cacao et où vraiment on n'arrivait pas à les éliminer rapidement. Donc, on a commencé à réfléchir. On s'est dit qu'avec les coques de cacao, on allait pouvoir produire de l'énergie. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça. D'accord. Nous avons cherché à comprendre, à trouver des partenaires dans plusieurs directions pour voir comment est-ce que l'ensemble des sous-produits que nous avons en Côte d'Ivoire pouvait être valorisé. Et c'est comme ça que nous avons eu, avec nos partenaires suédois, que je salue au passage, l'opportunité de nier des partenariats. Et ceux-ci nous ont permis aussi de rencontrer d'autres opérateurs au niveau de la Suède qui, eux aussi, étaient sur un projet en Côte d'Ivoire, le projet de développement propre du transport. Et voilà comment est-ce que nous avons rencontré nos amis de Scania qui, intérêt pour intérêt, nous avons la volonté de pouvoir valoriser nos sous-produits pour améliorer les revenus de nos exploitants agricoles. Et aussi, ils avaient aussi pour objectif de pouvoir avoir du biocarburant, une énergie renouvelable, une énergie propre pour faire fonctionner les bus qui doivent livrer à la Sotra sur le transport ici en Côte d'Ivoire. Donc, ensemble, nous sommes mis ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons trouver un partenaire qui allait nous aider à financer la production de biocarburant.
Et c'est ainsi que Swedfund a accepté de financer l'étude de faisabilité qui a coûté plus de 400 millions de francs de nos francs. Alors on le voit clairement, hein, vous êtes engagé dans la logique du rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce qu'une phase pilote a été engagée déjà sur le terrain? Oui. Les recommandations qui ont été faites à l'issue de l'étude demandaient à l'ANADER de faire d'abord une phase 0, ensuite une phase 1. La phase 0 doit nous permettre de réunir un certain nombre de conditions. Parce qu'il s'agit de dérisquer le projet pour que les financiers, les opérateurs financiers puissent avoir un intérêt à le financer. Donc il y a un certain nombre d'études, de tests qui doivent encore être faits. Il faut peut-être savoir comment est-ce qu'on va collecter. Parce que les graines, il y a 500 hectares, 500 000 hectares de déviaculture en Côte d'Ivoire, mais c'est seulement dans la zone sud que nous allons travailler. Il y a 15 000 tonnes de graines de dévia qu'il va falloir collecter. Donc, ça demande une logistique qu'il faut étudier. Il y a toutes les questions qui sont liées aussi au site, les questions d'administration, de paperasse qu'il faut pouvoir réunir. Les titres fonciers des terrains qu'il faut avoir. Et il y a aussi la recherche d'un certain nombre de partenaires pour le financement de cette phase 0. Donc il y a tout un tas de travail que nous devons faire encore de cette phase 0 et pouvoir encore intéresser les financiers. Alors, après la phase 0, il y a encore une phase 1 maintenant qui doit aboutir à la mise en place des unités, et de la première unité de transformation. Et ensuite, maintenant, progressivement, nous allons pouvoir monter en échelle pour arriver il est prévu qu'on puisse aller jusqu'à 20 unités pour pouvoir couvrir toute la zone de production des véhicultures. Alors, quelles sont les villes qui ont été choisies pour justement abriter, on va dire... Pour l'instant, nous avons choisi 2 villes. Dabou, pour la production, parce qu'il y a 2 produits qui ont, après l'étude, qui sont sortis. Il y a eu le biodiesel, qui va être produit à partir des graines de VA, et il y a le biogaz, le biométhane, qui va être produit à partir de lisier, enfin des autres sous-produits, lisier de porc, fientes de volaille, les résidus de production de banane en général, et de manioc, de d'igname et autres. Donc, c'est en fonction de la disponibilité des sous-produits que nous avons choisi ces 2 villes. Dabou pour la production de biodiesel et Sikinsi pour la production de biométhane. Alors on imagine bien qu'un projet aussi innovant doit mobiliser des capitaux importants. Hein. Vous avez parlé de 400 millions. Les 400 millions de francs, c'était pour un chiffre approximatif le financement. Non, c'est 407. On a mobilisé 407 millions pour pouvoir financer l'étude de faisabilité. Puisqu'il a fallu faire recours à un cabinet international qui avait pignon sur rue en la matière, parce qu'on a quand même procédé par consultation, par sélection. Et c'est ce cabinet qui a remporté. Ils ont commencé les études. Pendant 1 an, ça a duré 1 an pour pouvoir mettre en place les conclusions qu'ils ont remis, qui ont été remis au niveau du ministre de l'Agriculture. Et aussi, ils ont assorti l'étude de deux plans de financement, business plan, qui ont aussi donné, qui ont démontré que le projet était réalisable et était rentable. Maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir que nous mettions en place ce qu'on appelle la société de projet qui doit mobiliser les partenaires financiers et après la phase 0 qui a dérisqué le projet, pour que le partenaire financier puisse maintenant venir nous aider à pouvoir financer effectivement ce programme-là. Alors docteur, quel pourrait être l'impact d'un tel projet sur les producteurs eux-mêmes? Mais déjà, selon ce que nous a dit les résultats de l'étude, c'est environ 15 000 francs CFA par hectare qui viennent en plus de revenus des agriculteurs. Donc vous avez environ, on a 65 000 petits producteurs ici en Côte d'Ivoire DVA. Donc ils pourront gagner en plus 15 000 hectares par an sur leur revenu. Donc c'est ce qui n'est pas négligeable. Pour la Côte d'Ivoire, par contre, c'est un truc qui est assez important, puisque là, on va arriver à produire à terme, pour la première année, c'est autour de 3 millions de tonnes, 3 millions de litres de biodiesel que nous allons produire, mais à terme, c'est comme 106 millions de litres de carburant qui va. Et donc, c'est tout ça en moins sur les importations de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est aussi une bonne facteur à gagner. Et quand on a fait les études, on a démontré que c'est quand même un impact de près de 42 milliards qui va être engagé par la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas rien.
Alors docteur, pour justement appuyer les informations que vous venez de nous livrer, nous avons justement un élément qui nous permet d'en savoir davantage sur le bénéfice, n'est-ce pas, de ce projet-là pour les producteurs. Alors ce qu'il faut également retenir, c'est qu'à l'heure de la transformation des sous-produits agricoles, explorer le potentiel d'utilisation des résidus agricoles, des plantations d'EVA, de cacao et autres, c'est l'idée bien sûr que vous nourrissez au niveau de l'ANADER et ensemble, suivons cet élément qui nous permet justement d'en savoir davantage sur le bénéfice pour les producteurs. Graines d'EVA, épluchures de manioc, déchets de bananes, fientes de volaille. Tous les ans, 30 millions de tonnes de ces matières organiques sont générées par l'activité agricole, soit 1 tonne par an, par habitant. Malheureusement, ces sous-produits ne sont soumis à aucun processus de valorisation. Mais depuis 2017, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, s'est lancée dans une phase de transformation de ces sous-produits en biocarburants. Une phase certes à l'étape d'étude de faisabilité, mais la rentabilité pour les agriculteurs annonce déjà de bonnes perspectives. Déjà, première chose, c'est qu'un biocarburant produit toujours des coproduits. Donc dans le cas du biodiesel, il y a par exemple le tourteau qui sera un coproduit qui va dans l'alimentation de l'élevage. Il y a la glycérine qui va dans l'industrie. Donc c'est en regardant tous ces coproduits-là qu'on voit un chiffre d'affaires qui permet une rentabilité. Donc si on arrive à commercialiser tous ces produits, le biodiesel peut être rentable. C'est pour cette raison qu'il y a un accompagnement public qui est nécessaire. Dans le cas du biométhane, c'est la même chose. Il y a des coproduits, principalement du compost. Le compost est bien connu en Côte d'Ivoire. Il y a des producteurs locaux de compost. Donc il faut intégrer cette chaîne de valeur-là pour générer assez de chiffre d'affaires aussi pour que l'activité soit rentable. Mais une des conditions pour qu'elle soit rentable, il y a l'accompagnement public, il y a aussi la disponibilité de la matière première. Ce projet de valorisation des sous-produits agricoles initié par l'ANADER est financé par un fonds suédois. Une fois mis en œuvre, il est prévu l'implantation des infrastructures pour accompagner la production locale de biocarburants, dont 2 projets d'usine, l'une de production de biodiesel pour 2021 et l'autre de biométhane pour 2023. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est leader africain dans la production de bananes et d'EVA et plus de 5 millions de tonnes de production de manioc. Alors docteur, cet élément de notre reporter Cheikh Koné nous édifie sur le bénéfice pour les producteurs. J'ai envie également de vous poser une question. Quel pourrait être l'impact d'un tel projet sur l'environnement? Il est important parce que j'ai voulu de vous dire au départ que c'est les questions. En 2007, quand nous avons commencé ce travail, il y avait eu le projet de la COP21 en 2016. En 2016, c'était le protocole de Kyoto que la Côte d'Ivoire avait signé. Donc la Côte d'Ivoire s'est engagée, et cela a été repris dans le programme, les différents PND qui sont suivis. La Côte d'Ivoire s'est engagée à respecter ces accords internationaux et la Côte d'Ivoire s'est engagée aussi à lutter contre les effets du réchauffement climatique, la destruction de l'ozone qui impacte aussi notre agriculture puisque on a vu le climat change à chaque fois. Effectivement, avec les changements climatiques. Voilà. Donc nous qui sommes au Conseil agricole, auprès des experts agricoles, on voit leur effet et l'impact sur les activités agricoles. Donc il était important pour nous que dans le cadre de nos activités d'appui à l'adaptation au changement climatique, nous puissions arriver à concevoir non seulement des outils, mais aussi des thèmes que nous diffusions à nos agriculteurs pour les amener à pouvoir faire face à cette problématique-là. Donc, en même temps, nous avons enclenché avec la réflexion sur comment faire aussi pour valoriser les sous-produits pour que les paysans aient un plus dans leur activité. Donc, vraiment, c'est à propos. Et l'expert qui est là, qui a contribué à l'étude, vous a donné les différents éléments. Alors, ce projet-là ne présente-t-il aucun impact négatif sur la situation, on va dire, enfin, sur la sécurité alimentaire? Non, pas du tout. Les graines d'EVA... Vous le confirmez? Ça n'a aucun effet. Au contraire, le tourteau et les engrais, les biofertilisants qui vont être issus, le compost qui va être issu, le fertilisant liquide qui va provenir des digesteurs, vont plutôt booster la production vivrière sur nos champs. Et les graines d'EVA ne sont pas consommées. Toutes les graines d'EVA qui sont produites, à part la petite quantité qui est utilisée pour les pépinières, les graines d'EVA ne sont pas utilisées. Et c'est la première fois que les graines d'EVA vont servir à la production de biocarburants dans le monde. Et ça se fait en Côte d'Ivoire. Ben, on attend de voir ça. Alors, moi, j'ai juste envie de poser la question également qui suit. Est-ce qu'en dehors de ce projet, il y a d'autres projets innovants sur lesquels vous travaillez et que vous seriez, par exemple, prêt à mettre à disposition des Ivoiriens? Oui, nous sommes obligés de réfléchir. L'environnement change.
Et pour s'adapter et pour être, j'allais dire, à jour, il faut pouvoir réfléchir avec l'évolution de l'environnement et mettre à la disposition des exploitants agricoles des outils qui vont leur permettre d'être plus efficaces et accompagner même les politiques gouvernementales. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a choisi de partir à la transformation des produits agricoles. Cela suppose que les exploitants agricoles devront pouvoir répondre à des cahiers de charges, à des contrats, et ce qui implique aussi que dans le management de leurs exploitations, ils doivent faire recours à des outils de précision. Donc nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui à la mise en place de ce qu'on appelle l'agrocard en ADER, et qui va être un outil de pilotage de l'exploitation très précis. Et donc, quand cela sera conclu, on viendra vous en parler. Merci, docteur. Alors, je rappelle que nous recevions sur ce plateau le directeur général de l'ANADER, le docteur Sidiki Cissé, avec lequel nous avons parlé de la transformation des sous-produits agricoles et du projet de biocarburant à partir des produits agricoles. Si sur cette intervention du directeur général de l'ANADER, que se referme cette édition, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.